Bonjour et merci de nous rejoindre au Parlement européen à Strasbourg où cette semaine les députés ont observé une minute de silence à la mémoire des noyés de Lampedusa. Quelles leçons l'Europe doit-elle tirer de ce drame de l'immigration? Nous poserons la question sur ce plateau à un député français et un italien. Le drame de Lampedusa va-t-il produire l'électrochoc nécessaire pour réformer un système d'immigration et d'asile totalement incohérent en Europe? La Commission européenne a en tout cas promis d'organiser une grande opération de sécurité et de sauvetage en Méditerranée. L'Italie veut, elle, des funérailles nationales pour les victimes. Les 28 disent vouloir renforcer l'agence Frontex de sécurisation des frontières extérieures qui ne dispose pas de moyens propres. Mais pour autant, ils ne veulent pas se débarrasser du règlement dit de Dublin II qui permet aux pays du Nord qui recevraient des demandeurs d'asile de les renvoyer au Sud, en Italie, à Chypre, à Malte, en Grèce, par où ils sont entrés. Voilà de quoi dialoguer Nord-Sud de l'Europe en compagnie de Niccolò Rinaldi. Bonjour. Bonjour. Député italien des libéraux et démocrates. Vous êtes aujourd'hui face à une Française, Marie-Christine Vergiat, députée européenne donc de la gauche unitaire européenne. Alors c'est vrai que souvent l'Europe progresse sur des dossiers, malheureusement avec des catastrophes. On l'a vu dans le cas d'Erika pour les règles sur la marée Noire. Est-ce que ce sera le cas, selon vous, pour ce drame de Lampedusa? Lampedusa a été annoncé par des dizaines et dizaines et dizaines de morts, je dirais des milliers de morts pendant les années dernières. C'est-à-dire chaque semaine, nous avons eu des victimes. Encore il y a 2 semaines, une quinzaine de corps étaient allongés sur la plage à côté de Syracuse. Et ceci, c'est une tragédie tellement immense au niveau de nombre que peut-être ça va vraiment donner un choc institutionnel qui va un peu au-delà de l'émotion contingente. Parce que pour l'instant, la Commission européenne parle d'une grande opération de sécurité et de sauvetage en Méditerranée. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'ailleurs plus de sécurité que de sauvetage? Tout ce qu'on voit de Frontex depuis quelques années, c'est quand même ça. C'est de la sécurité, c'est du blocage, c'est des gardes-côtes qui refusent de porter assistance aux personnes en danger, qui refusent de les voir même. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de l'Europe. Donc on a un vrai problème. Moi, j'aimerais bien croire Madame Malmström, mais quand j'écoute les ministres de l'Intérieur qui se sont réunis en début de semaine, je suis un peu sceptique sur les résultats parce qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont ouverts à des discussions. Et le problème, je crois, c'est que tout un chacun se renvoie la balle. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut effectivement que le dernier drame de Lampedusa, parce que M. Rinaldi a raison, malheureusement ce n'est pas le premier, que le dernier drame de Lampedusa serve d'électrochoc. En tout cas, Enrico Letta, le Premier ministre de ce gouvernement d'union nationale, qui lui-même est du Parti démocrate, a insisté sur le fait qu'il fallait un deuil national puis des funérailles nationales. Ça peut changer quelque chose ? Pas vraiment. C'est-à-dire c'est très bien au niveau, je dirais, de l'organisation de la pitié collective, mais ce n'est pas encore une véritable réponse politique. D'ailleurs, l'Italie doit faire sa part, l'Europe doit faire sa part, donc l'enjeu est extrêmement complexe. Et il faut bien intégrer les politiques de réception de ces gens de réfugiés qui arrivent dans des conditions totalement désastreuses avec une politique d'immigration. Donc Frontex, bon, c'est très bien, je dois dire, n'a pas vraiment fait la différence. Les ONG ont accusé plusieurs fois Frontex d'aptitude pas vraiment chaleureuse, pour ainsi dire, à l'égard des demandeurs d'asile. Mais même une très grande opération de sécurité de Chypre jusqu'à l'Espagne, comme elle a été annoncée, ça peut marcher, mais si ça fait partie d'un dessin beaucoup plus organique au niveau des politiques d'immigration. Alors vous avez tous les deux prononcé le mot de Frontex, cette agence européenne de sécurisation des frontières extérieures qui passe donc bien sûr par la mer. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'interrogations autour de cette agence qui ne dispose pas de moyens propres et qui a vu son budget amputé avec la crise économique. Reportage tout de suite. C'est une nouvelle tragédie à Lampedusa qui vient rappeler une réalité terrible. 25 000 réfugiés se seraient noyés en Méditerranée ces 20 dernières années, dont 2 000 en 2011 et 1 700 l'an dernier. L'Italie est particulièrement touchée par le phénomène, mais les ministres italiens insistent. Lampedusa est une porte d'entrée pour l'Europe
et pas seulement pour l'Italie. Nous voulons d'un grand débat en Europe pour obtenir des patrouilles maritimes sur nos côtes, qui sont des côtes européennes, car ceci est une frontière extérieure de l'Europe, soumise au programme Frontex. Frontex, c'est l'agence chargée de coordonner la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Un nouveau système, Eurosur, devrait compléter ce dispositif en décembre. L'agence serait chargée de collecter les informations sur les bateaux transportant des migrants illégalement, de combattre les réseaux de trafiquants et d'aider les réfugiés en détresse. La politique européenne est sévère envers les demandeurs d'asile, ce qui incite les candidats à l'immigration à tenter de périlleuses traversées clandestines. Nous devons nous assurer que nous allons ouvrir plus de voies légales pour immigrer en Europe. Nous devons nous assurer de bien coopérer pour que ces possibilités soient bien précises et encadrées. Pour l'instant, il n'existe aucun mécanisme pour répartir les réfugiés au sein des 28 membres de l'Union européenne. Les pays du Sud, où les migrants accostent, réclament un partage du fardeau. Voilà, alors partage du fardeau, et puis est-ce que ça doit passer forcément une politique européenne repensée par un renforcement de cette agence Frontex? C'est sûr, elle a vu son budget diminuer de 118 000 millions d'euros en 2011 à 85 millions d'euros en 2012, mais pour faire quoi un budget supplémentaire? C'est surtout que jusqu'à présent, ils n'ont jamais consommé leur budget et qu'on leur a accordé des moyens supplémentaires d'année en année. Nous avons toujours été très réservés sur les moyens accordés à Frontex tant qu'on ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient. Et notamment, et je crois qu'on est tous d'accord au Parlement européen d'ailleurs, pour qu'il y ait le respect des droits fondamentaux par cette agence qui jusqu'à présent ne l'a pas fait. On s'est félicité qu'il désormais y ait une responsable chargée des droits fondamentaux. Elle a pris ses fonctions en début d'année. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, elle a une marge de manœuvre assez limitée et toutes les informations qu'on a eues ne nous paraissent pas cohérentes. Donc je ne pense pas qu'en réalité, Frontex ait vraiment ses moyens amputés. Ils ont été remis au niveau de consommation, grosso modo. Qu'ils utilisent leur crédit, qu'ils avancent. Et en plus, Frontex n'est pas toute seule. Frontex travaille en collaboration avec les gardes-côtes de l'ensemble des États membres. Elle ne travaille qu'avec ces moyens-là, d'ailleurs. Est-ce que c'est justement sur cette question des moyens et de son autonomie à Frontex qu'il faut réfléchir, ou est-ce qu'il faut réfléchir plus largement aux règles de migration et de demande d'asile? Bien sûr, beaucoup plus largement. C'est-à-dire, moi je me méfie un peu de ce débat maintenant focalisé sur Frontex, parce que ça semble un peu, d'un côté, le bouc émissaire et puis la réponse au problème. Ce n'est pas la réponse au problème, Frontex. Peut-être de l'immigration clandestine quand même, avec des passeurs qui prennent 2 000 à 5 000 euros pour faire traverser la Méditerranée, qui profitent de la détresse humaine. Ça, c'est un aspect. Et c'est un aspect qui, donc, et encore une fois, avec les moyens dont il dispose, le fait que le siège se trouve un peu loin de la Méditerranée, se trouve à Varsovie, je ne suis pas sûr, vu ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, que Frontex soit l'instrument le meilleur, même pour chasser le passeur. Idéalement, dans mon esprit fédéraliste, il faudrait avoir une véritable garde côtière européenne, c'est-à-dire un corps unique pour protéger les frontières de l'Europe. Les Italiens ont aussi insisté sur le fait qu'il faudrait mieux répartir le fardeau, c'est-à-dire que non seulement ils accueillent tous les migrants qui traversent par les côtes du sud de la Méditerranée, mais en plus, même quand ils vont dans des pays comme la France, l'Allemagne, où ils souhaitent immigrer, ou le Royaume-Uni, eh bien en fait, ces pays-là peuvent les renvoyer en Italie, les renvoyer en Grèce, à Malte, à Chypre. C'est le règlement de Dublin II qui est un peu absurde, mais qui avait pour origine l'idée d'endiguer un flux migratoire non contrôlé au sud. Aujourd'hui, il faut le réviser? Bien sûr qu'il faut le réviser. Nous sommes contre depuis l'origine de Dublin II parce que c'est tout le contraire des politiques de solidarité. C'était dit à juste titre dans le reportage. Non, la solidarité européenne n'existe pas. Les politiques européennes en matière de migration et de droit d'asile sont le contraire de la solidarité, justement parce qu'elles renvoient sur le premier pays d'accueil. Et c'est pour ça que les pays du Sud sont bien plus soumis à la pression
que les autres États. Encore qu'on pourrait parler des pays d'Europe centrale qui, eux aussi, ont quelques pressions, mais on en parle moins. Ce n'est pas des gens du Sud, là, donc c'est moins visible et ça pose moins de problème au gouvernement. La France, elle a quand même répliqué, l'Allemagne aussi, que finalement, si on regarde les demandes d'asile, 70% sont assumées par 5 pays principaux. C'est les pays du Nord, 77 000 en Allemagne, 60 000 en France, 43 000 en Suède, 28 000 au Royaume-Uni, 28 000 en Belgique. Avec beaucoup d'acceptation d'ailleurs de cet asile, alors que c'est 15 000 seulement en Italie. Donc où est le problème du fardeau? Je suis tout à fait d'accord. Si on regarde la répartition, finalement, les pays du Nord sont certaines pour des raisons de réseau familial, le Royaume-Uni, la France, certaines parce qu'ils offrent des opportunités de travail, ils ont des systèmes d'accueil beaucoup plus avancés, la Scandinavie, l'Allemagne, les Pays-Bas, ils ont beaucoup plus de réfugiés que l'Italie. Mais le vrai poids de l'Italie, c'est vraiment dans la réception de ces réfugiés. Un réfugié qui arrive en Pologne est complètement différent, en Allemagne, est complètement différent d'un réfugié qui arrive en Italie. Et les réfugiés qui débarquent, ils ont besoin de tout. D'une assistance psychologique, d'une véritable réhabilitation. Il faut penser au trauma, que ça suffit la navigation pour notamment les enfants, les femmes, mais pas que pour eux. Ils ont besoin de toute aide humanitaire, de tout genre d'assistance. Et sur ça, en effet, l'Italie est totalement abandonnée à elle seule. Donc, il faut bien diviser le patrouillement, que ça devrait être quelque chose au niveau européen, bien au-delà des Frontex, la réception des réfugiés, et là aussi, il faudrait... Et les demandes d'asile concrètes. Et puis la répartition d'asile... Vous émettiez un bémol tout de même, oui. D'abord, je pense qu'il ne faut pas mélanger le problème global de l'immigration et le problème des demandeurs d'asile. Dans les centres, notamment au sud de l'Italie, il n'y a pas que des demandeurs d'asile. Si on respectait déjà le droit international par rapport aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire le principe de non-refoulement, on aurait déjà progressé, mais on n'aurait pas pour autant réglé le problème d'immigration clandestine. Et parce si que, par je exemple, demandais, si je demandais un bémol, reproché d'avoir refoulé des gens qui avaient de véritables prétentions à l'asile en 2009, voilà. C'était les Libyens par exemple. Voilà. On les renvoie dans des pays où on sait pertinemment que leur demande d'asile ne sera pas examinée. C'était le cas de la Libye, c'est malheureusement de plus en plus le cas du Maroc aujourd'hui. Et on revoit les drames se produire à Ceuta et Melilla. Parce qu'il y a eu des morts à Ceuta et Melilla aussi ces derniers jours. Mais on n'en parle pas. Non, mais peu importe. Le bémol que je voulais apporter, c'est surtout que c'est bien de mettre en avant les demandes d'asile, c'est mieux de mettre en avant ceux qui ont le statut de réfugié. Parce que je veux bien qu'on prenne l'exemple de la Suède. Elle vient encore de nous démontrer, la Suède, qu'en matière d'accueil des réfugiés, elle sait faire les gestes qu'il faut. Les Syriens, vous pensez aux Syriens, exactement. 10 000 Syriens viennent d'avoir le droit à un asile temporaire, mais c'est ce qu'ils demandent, ils n'en demandent pas plus, avec droit au travail. Ça, oui, c'est de la solidarité. Ce n'est pas le cas de la France, on est d'accord. Mais en France, on est un des pays qui accueille le moins de Syriens et on est aussi un des pays dans lequel les demandes d'asile sont de plus en plus rejetées. La plupart des gens qui sont en immigration clandestine aujourd'hui sont des déboutés du droit d'asile. Donc que la France ne mette pas les demandes en avant, qu'elle mette plutôt les gens à qui elle accorde le statut de réfugié, et les comparaisons statistiques ne seront pas tout à fait les mêmes, et je pense qu'on sera peut-être plus proche de l'Italie. Alors l'Italie, par contre, c'est vrai qu'elle avait un traité d'amitié au temps de Berlusconi avec Kadhafi, pour justement essayer d'endiguer à partir du pays de départ, qui n'était pas une grande démocratie à ce moment-là, il faut bien le dire, d'endiguer ce flux. Donc c'était refoulé dans une Libye où ça pouvait être des opposants politiques, c'était un petit peu contestable. Et puis c'est surtout du coup à coup, l'Union européenne n'arrive pas à nouer véritablement cette politique dans les pays de départ et d'avoir vraiment des agences de tri en fait, des demandeurs d'asile réels. Et c'est le problème, non ? L'accord avec la Libye, c'était un véritable scandale, je dois dire, parce que ça empêchait l'identification des migrants potentiels et donc aussi voir ceux qui avaient effectivement besoin du statut de réfugiés et les refouler tous en mer, sans les faire même arriver sur les côtes italiennes, les refouler en mer vers la Libye.
Or, nous voyons ici combien la chose est complexe. Hein, c'est-à-dire, nous avons besoin de faire une clarification entre l'immigration et les questions de droit d'asile. Nous avons besoin de voir le patrouillement et les conditions de réception, la répartition. Et maintenant, il y a aussi cette idée d'essayer de créer des agences pour octroyer de visas. Dans les pays de départ. Dans les pays de départ. Les relations entre ces agences d'un côté et nos ambassades, nos autorités consulaires des 28 pays membres, c'est encore quelque chose à voir. Alors, l'important, c'est vraiment d'essayer de travailler et se donner un calendrier d'ici un an pour un dessin global qui résout ce genre de problèmes dans une politique organique. Mais alors, j'ai envie de vous dire, pour conclure très rapidement, est-ce que vraiment on a la volonté d'avoir une vraie politique européenne d'immigration à un moment où on sent bien que le sujet de l'immigration est très sensible avec une montée des extrêmes, de l'extrême droite notamment sur ces thèmes, avec des élections européennes en 2014, en mai. Moi, je regrette qu'on instrumentalise cette question. On instrumentalise cette question et à des fins politiques. Et en instrumentalisant cette question à des fins politiques, on fait justement monter la haine et l'extrême droite. Il faudrait dire la vérité à nos concitoyens. La vérité à nos concitoyens, je vais donner l'exemple de la France, c'est qu'il y a de moins en moins de migrants qui arrivent sur le territoire français. La France n'est pas inondée d'immigrés. La France est désormais en deçà de la moyenne de l'OCDE, 4,9%. C'est en deçà de la moyenne de l'Union européenne. Donc on devrait montrer l'exemple. Politiquement, est-ce qu'il est possible de changer de politique migratoire, d'en avoir une plus fédérale et plus humaine ? À mon avis, c'est la seule possibilité. Avant ça, il faut créer dans l'opinion publique européenne, s'il y a une opinion publique européenne, un sentiment partagé d'indignation, de honte, de pitié pour ces gens qui arrivent. Et tout en sachant qu'ils continueront à arriver. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de réfugiés pour des raisons de guerre. Nous les avions et nous allons les avoir pour des raisons de travail. On va les avoir aussi pour des raisons de changement climatique à un certain moment. Donc la réponse ne peut pas être qu'une réponse véritablement rationnelle au niveau européen. Merci à vous d'avoir bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. À tout de suite, juste après la pause.